Et ça devrait être bon comme ça. Bonjour à tous, bon après-midi et merci de vous joindre à ce webinaire qui a pour le sujet principal le partenariat Prima, qui est un outil que certains connaissent très bien, d'autres un petit peu moins, et qu'il est très important à avoir en tête au vu des thématiques clés qu'il peut couvrir et la nouvelle perspective qu'il donne par rapport à Horizon Europe et Horizon 2020 en ce qui concerne la participation et l'inclusion des pays du pourtour méditerranéen. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de vous donner une présentation un rappel de ce qu'est Prima déjà, de façon générale, avec une présentation de ces différents piliers. Puis quelques éléments statistiques sur ce qui a pu avoir lieu depuis le début du lancement de Prima en 2017. Puis Fatia donnera quelques éléments plus spécifiques sur les appels de cette année. On aura ensuite une présentation de Nouria Ruiz de l'ANR qui va expliquer en particulier les règles de participation définies par l'ANR pour une partie des appels Prima. Et c'est très important d'avoir conscience de ça parce que c'est des règles de participation bien spécifiques. Et enfin, on aura le droit au témoignage de Latifa Najjar de l'IDEL avec des cas pratiques d'une personne qui a pu participer à plusieurs projets Prima. À la fin de la présentation, on aura bien entendu la possibilité d'échanger et vous pourrez poser des questions. Mais en attendant, je vous demanderai de garder vos micros coupés lors de la présentation afin d'éviter les interférences. Donc juste pour démarrer, un petit rappel sur le programme Prima. Prima, c'est un programme qui a été lancé en 2017 et qui va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2028. C'est donc un partenariat un petit peu particulier puisque c'est un partenariat Horizon 2020 et non Horizon Europe. Donc il apparaît pas forcément dans la liste des enfin il apparaît pas dans la liste des partenariats Horizon Europe, donc on peut avoir tendance à l'oublier, mais il est toujours en cours et il a encore un bon nombre d'années devant lui. Donc, lorsque vous cherchez des opportunités en lien avec les thématiques donc de la gestion de l'eau, des systèmes agricoles et des chaînes de valeur dans l'agroalimentaire, il faut garder en tête qu'il y a tous les ans des opportunités qui sortent via Prima. Donc Prima est assez particulier et il a quelques spécificités par rapport aux autres partenariats que vous pouvez connaître. Je pense à Biodiversa Plus ou CBE-JU par exemple pour certains. Pour ceux qui connaissent. Prima, c'est le seul partenariat qui possède deux sections aux règles assez différentes. Prima possède une première section, un premier pilier qui va fonctionner comme des projets européens collaboratifs classiques, mais pas selon les règles d'Horizon Europe, selon les règles d'Horizon 2020, puisqu'il a bien été lancé pendant Horizon 2020. Donc là, il faudra revenir un petit peu en arrière et se souvenir de la façon dont se montaient les projets à l'époque d'Horizon 2020, au niveau notamment du contenu. Par contre, donc pas de souci pour cette section. Il n'y a pas d'histoire de cofinancement ou de financement par des agences nationales. C'est uniquement un financement de la Commission européenne, donc financement a priori de 100% pour les actions de recherche et d'innovation pour tous les acteurs. Pas de stress de ce point de vue-là. Pour ce qui est de la section 2, en revanche, elle va fonctionner de façon similaire à ce qui était avant les ERANET et à ce que sont aujourd'hui les partenariats cofinancés. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie du financement qui va provenir de la Commission européenne et une partie des financements qui va provenir des agences de financement nationales. En France, ce sera l'ANR. Et donc, lorsqu'on va monter un projet dans la section 2, l'idée, ça va être de se renseigner sur les règles de financement spécifiques à chaque pays, à chaque agence de financement des pays, des partenaires participants. Donc vous, en tant que Français, vous devez être au courant des règles de financement de l'ANR sur chaque appel, parce qu'elles peuvent être évolutives, pour de savoir quels sont les montants que l'ANR décide de dédier à chaque appel, combien d'argent l'ANR va mettre par partenaire, par coordinateur, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on va avoir une présentation de l'ANR juste après la présentation de Fatia.
pour que vous ayez une idée plus claire des règles pour cette année, pour la France en tout cas. Au niveau des thématiques, Prima couvre un certain nombre de domaines intéressants pour les acteurs qui connaissent bien le cluster 6 notamment. On a d'une part un volet thématique qui s'articule autour de la gestion durable de l'eau, donc la disponibilité, la qualité de l'eau, la gestion des eaux usées, l'efficacité énergétique de l'approvisionnement et l'utilisation en eau, etc. Donc un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans le partenariat cofinancé Water for All. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, il ne faut pas hésiter à regarder Prima et Water for All. Ensuite, on a un deuxième volet qui est plus similaire à ce qu'on va retrouver dans le cluster 6 de façon générale, donc les systèmes de production agricole, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, la durabilité, en prenant en compte la durabilité, la productivité, les maladies émergentes, etc., etc. Et enfin, on a un gros focus sur les chaînes de valeur de l'agroalimentaire méditerranéen, donc de la fourche à la fourchette et la valorisation de produits issus des régimes méditerranéens. Et c'est intéressant, du coup, encore une fois, de jeter un œil sur Prima si vous êtes intéressé par ces thématiques, parce que parfois, parce qu'en général, je trouve que dans le cluster 6, parfois, on peut manquer un petit peu d'opportunités. C'est assez pauvre en topic sur ces thématiques-là. Donc, Prima est un bon complément en ce qui concerne ces sujets. Et enfin, un dernier sujet qui a été introduit en 2019. Et cette fois, l'idée, c'est d'avoir la mise en place de stratégies de gestion et de gouvernance en ce qui concerne les ressources et les synergies entre les différents objectifs. C'est ce qu'on appelle le thème Nexus. Quelques petites données sur ce qu'on a pu avoir depuis le début de Prima et jusqu'à 2021. Donc là, quand on a mis S1, donc c'est section. Oh, pardon. Vous m'entendez? J'ai l'impression que je m'entends en écho. C'est bon? Bon. Attendez, il y a un souci. Juste une seconde. Essaye de reparler maintenant, Antoine. J'ai mis sur silencieux un micro désactivé. Ouais, c'est bon là ou pas? Ah oui, là, c'est bon. Merci Christina. Si vous m'entendez, alors c'est bon. Donc je reprends juste rapidement. Donc voilà, quelques données sur les résultats qu'on a pu avoir depuis le début de Prima. Et donc, on constate. Donc là, j'ai mis, juste pour préciser, quand il y a S1, c'est le premier pilier, donc uniquement financement Commission européenne. S2, c'est pilier 2, donc financement, cofinancement avec les agences de financement nationales. On constate que, bien entendu, la section 1 va attirer plus de monde parce qu'il n'y a pas de règles spécifiques de type Eranet, il n'y a pas de règles de cofinancement, donc les gens vont être plus attirés par ce qu'ils connaissent et donc participer de façon plus mobilisée, en tout cas en termes de soumission sur la première section qui fonctionne de façon plus classique. Par contre, la contrepartie, c'est que le taux de succès est bien plus élevé sur la section 2 que sur la section 1. Sur la section 2, on a quand même un taux de succès de 14,16%, ce qui est relativement proche de ce qu'on peut avoir sur le cluster 6 en général et ce qui est relativement accessible quand on connaît les outils. Par contre, sur la section 1, et et je peux comprendre pourquoi ça a pu décourager certains, on a un taux qui est un petit peu faible, c'est-à-dire on a un taux moyen de 3,9%. C'est en partie dû, je pense, aux sujets qui sont proposés, c'est-à-dire qu'on a des communautés qui sont assez actives au niveau projet européen dans ce domaine-là. Et aussi, bien entendu, dans Prima, on a la possibilité de faire participer des pays qui sont d'habitude pas systématiquement inclus dans les discussions, les réflexions. Et bien entendu, du coup, c'est plus attractif. Donc, bien garder en tête que la section 2 peut être intéressante via son taux de succès, même si la section 1 peut être plus rassurante via son concept et ses modalités de participation. Puis là, voilà, on peut voir aussi que l'Espagne et l'Italie sont assez bien positionnés comme sur le cluster 6 par rapport à Prima. Il faut savoir aussi que l'Espagne est au niveau du management de Prima général aussi.
Quelques petites données sur la répartition du nombre de projets, du nombre de participants et du budget par thématique. Là, on peut voir que clairement, la section dédiée à l'agriculture durable, enfin, la thématique agriculture durable est celle qui va à la fois avoir le plus de budget, le plus de projets et le plus de participants. Et ensuite, on va avoir les systèmes alimentaires. Et enfin, la gestion de l'eau, puis à la fin, le Nexus, mais ça c'est normal parce que c'est une thématique qui a été rajoutée par la suite. Donc il y a pas mal d'opportunités quand même sur la section agriculture durable. Et enfin, une petite répartition rapide par type de partenaire et par type d'acteurs qui participent, qui ont participé dans Prima. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est Prima a présenté ce graphique, mais je suis pas complètement sûr de ce qu'il voulait dire dans la distinction entre Research Foundation et Public. Mais en tout cas, on peut au moins avoir une idée sur la proportion des PME et voir qu'elles ont leur place également au sein des appels à projets Prima, que l'approche multi-acteurs sera privilégiée, tout comme pour le cluster 6, et notamment au niveau du pilier 1. Et que voilà, il y a de la place pour tout le monde au sein des appels Prima. On voit également qu'au niveau des participants donc de l'UE ou hors UE, on a quand même majoritairement des participants et des coordinateurs qui sont de pays de l'Union européenne, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un coordinateur qui ne sera pas de l'Union européenne. Et donc c'est quand même l'Union européenne qui récupère le plus de budget sur ces aspects-là. Et enfin, quelques exemples des institutions. Alors là, on a mis les pays les pays de la francophonie qui ont les plus grandes, enfin les institutions qui ont le plus grand nombre de participations au sein de Prima. Donc, si vous voulez avoir une idée de qui vous pouvez contacter dans les différents pays qui sont éligibles à la participation, ça permet de donner une petite idée ici. Mais ce sont loin d'être les seuls. Je vais laisser la parole à Fatia maintenant pour présenter les appels 2023 de façon plus spécifique. Tu veux que je te passe les slides ou Oui, oui, je veux bien, Antoine, merci. Très bien. Alors, sur les appels, vous savez que Prima, il n'y a qu'un appel par an. Donc là, les deadlines, c'est le mars. Et évidemment, donc c'est peut-être un peu tard pour les appels 2023, mais en tout cas, c'est l'occasion de voir quelles sont les thématiques et peut-être voir ceux qui sont déjà un peu engagés sur la préparation de quelques appels. Suivante, s'il te plaît, Antoine. Sur 2023, donc les budgets, sur la section 1, on a 4 appels et vous avez ici la contribution de l'UE. À la section 1, donc on a à peu près presque 33 millions d'euros. Et à la section 2, donc 36 millions d'euros, sachant évidemment que les pays partenaires donc, contribuent à cette deuxième section. Donc, le budget est un peu plus élevé. Suivant. Quelques avancées ou quelques différences par rapport aux appels précédents. Dans les appels 2023, on a une forte présence donc d'actions d'innovation dans la mesure où il y a beaucoup d'appels à des activités qui visent directement à produire des plans ou des arrangements ou des processus nouveaux ou modifiés ou améliorés, donc des innovations relativement clairement identifiées. On a également des avancées sur le rôle des territoires, des régions et des sites de démonstration impliquant un nombre important de parties prenantes. On a également des TRL relativement élevés pour avoir des projets qui stimulent des solutions proches du marché et proches des utilisateurs finaux. Et aussi donc une innovation tirée par la demande des acteurs, la demande des utilisateurs, par quasiment dans la plupart des appels, l'approche multi-critères, multi-acteurs, pardon, et la mise en œuvre de processus de co-création qui sont
très présente dans les appels 2023. Suivant. Alors, les consortiums, hein, vous savez qu'il y a des règles très particulières pour construire les consortiums. Globalement, donc, on a un consortium minimum de 3 pays différents, avec 2 pays partenaires de prima, et at least, donc au moins 4 entités légales, c'est-à-dire 4 unités de recherche ou 4 organisations qui participent aux appels. Et ne jamais oublier que les entités légales peuvent être dans 2 régions différentes, 2 pays différents, mais elles peuvent aussi être dans dans le même pays, ce qui permet évidemment donc d'avoir plusieurs, par exemple, plusieurs centres de recherche ou un centre de recherche et une entreprise dans les différents pays pour pouvoir améliorer la participation et mettre en œuvre des approches multi-acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ne pas oublier que les pays méditerranéens du Sud, hein, donc c'est l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, Israël, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Suivant. Ici, vous avez un exemple donc de régulation et de construction du consortium. Avec, donc, on disait tout à l'heure, donc 3 pays minimum et en particulier donc un pays sud, méditerranéen sud non UE et les entités légales minimum donc 4, dont 2 du pays des Méditerranées du Sud, non UE. Donc, vous avez quelques exemples pour illustrer. Donc, si par exemple, vous avez un consortium avec Malte, la Grèce, le Maroc et l'Égypte, il est éligible. Et même si vous avez 2 entités du Maroc, c'est éligible également. En revanche, si vous avez Malte, Grèce, France, donc on a 3 pays de Méditerranée européen, et le Maroc, ce n'est pas éligible puisqu'il n'y a qu'une seule entité sud. Et si vous avez Malte, 2 entités, pardon, Malte, plus le Maroc, 2 entités du Maroc, évidemment, ce n'est pas éligible non plus puisqu'il n'y a que 2 pays. Alors, donc, il faut évidemment faire très attention. Ce sont des obligations minimales pour proposer un projet, mais rien n'empêche d'élargir au-delà, bien sûr, de ce minimum de construction du consortium. Suivant. Alors, l'évaluation des projets, c'est très important de lire les procédures et les indicateurs d'évaluation des projets. L'évaluation, donc, elle se fait de manière, évidemment, comme d'habitude, c'est-à-dire avec des experts externes. Donc, 3 indicateurs principaux, l'excellence, l'impact et la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Sur l'excellence, bien sûr, la clarté et la pertinence des objectifs, la solidité des concepts. Bien sûr, la conformité avec les appels, donc il faut bien lire les appels. Le fait que les projets vont au-delà de l'état de l'art et vont apporter ou en tout cas montrer un potentiel d'innovation ou d'apport nouveau à la connaissance. Et puis donc prendre en compte des approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et ne jamais oublier la question du genre dans le contenu de la recherche et aussi dans l'innovation. Sur la mesure de l'impact, l'impact est évidemment lié aux résultats attendus des projets et la manière avec laquelle ils vont impacter différents secteurs ou différentes dimensions. Par exemple, création de nouvelles opportunités de marché, le renforcement de la capacité et de la croissance des entreprises, la question, par exemple, d'autres par rapport au changement climatique ou à l'environnement, apporter des avantages importants pour la société, dont la lutte contre l'effet du changement climatique, et la qualité des mesures proposées pour exploiter, diffuser et communiquer les résultats.
Et dernier critère d'évaluation donc sur la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Donc là, ça concerne la construction donc, du projet, la manière avec laquelle le consortium va fonctionner. C'est très important de faire des propositions solides et d'affecter les ressources au regard des objectifs attendus et au regard donc des différents partenaires engagés dans le consortium. Faire attention également aux procédures de gestion, y compris la gestion des risques, donc identifier les risques et montrer comment on va pouvoir faire face éventuellement. La complémentarité des participants, montrer comment l'ensemble des partenaires du consortium vont travailler ensemble et comment ils vont, par exemple, se réunir et quelle est l'expertise apportée par chacun. Et bien sûr, la répartition des tâches en veillant à ce que tous les participants aient un rôle pertinent, valable, identifiable et suffisamment important pour justifier leur présence dans le consortium. Il ne s'agit pas simplement d'aller chercher, par exemple, des collègues au Liban ou en Turquie juste pour compléter le consortium. Il faut veiller à ce que chaque participant ait un rôle à jouer important dans le projet. Suivant. Les propositions sont toutes en 2 étapes. Dans une première étape, donc, on demande la proposition donc, sur une dizaine de pages dans laquelle on va présenter l'excellence du projet avec les objectifs, les relations avec l'appel, la méthodo, l'ambition et les impacts attendus. Et une fois que l'étape 1 est franchie, compléter bien sûr avec la proposition globale dans laquelle on va ajouter les mesures pour maximiser l'impact, l'implémentation avec le plan de travail et les work packages et les délivrables, et après présenter les membres du consortium et des questions d'éthique et de sécurité. Suivant. Alors maintenant, donc, je vais présenter rapidement les appels. Vous trouverez des détails évidemment plus complets, les détails plus complets dans les Prima Days qui ont été organisés par la commission et dont sur les slides, vous les trouverez en ligne sur le site de la Fondation Prima à Barcelone. Alors, comme vous le savez, donc, il y a 4 thématiques dans la section 1. La section 1 étant bien sûr celle qui est la plus attractive dans la mesure où elle est directement financée par l'Europe. Le premier topic, donc, c'est à proposer un plan de gestion adaptative intégré des eaux usées dans la région méditerranéenne. C'est une action d'innovation de 8 millions d'euros. 2 projets seront financés et on attend des TRL de 6 à 8. Et en général, donc, on a un TRL de départ et un TRL d'arrivée. Je crois que ça, c'est le TRL d'arrivée. Quels sont les impacts attendus de cet appel? Donc, créer de nouveaux débouchés pour les nutriments récupérés ou recyclés, améliorer l'efficacité énergétique du secteur du traitement des eaux usées, réduire l'eutrophisation des eaux côtières et intérieures de la Méditerranée et sensibiliser la population, les comportements des communautés, que ce soit les professionnels, les industriels et les agriculteurs, mais aussi la population de manière générale. Le deuxième appel dans la thématique Farming System, donc système agricole, toujours donc une action d'innovation qui s'intéresse aux actions de restauration et de retour des terres dégradées de la région méditerranéenne en agrosystème productif. Là encore, on attend des TRL relativement élevés, ça veut dire avec des résultats directement utilisables et mis en œuvre par les acteurs. Ici, donc, dans l'appel, on demande d'aller chercher les liens avec certains appels de la mission Sol, santé des sols, que vous trouverez donc en détail dans l'appel détaillé dans le programme de travail.
Quels sont les impacts attendus donc, de cet appel? La restauration des paysages désertifiés, l'augmentation de la biodiversité, de la santé des sols et de la production alimentaire, la diminution de la dégradation des sols, l'augmentation et la stabilisation de la surface des terres propices à la culture et autres services écosystémiques, et la contribution à l'amélioration de l'emploi, en particulier l'emploi des femmes et des jeunes. Sur la troisième thématique qui est donc Food Value Chain sur le système alimentaire, c'est une RIA dont l'objectif est d'accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire, en particulier les céréales, dans la région méditerranéenne. 8 millions d'euros et 3 projets seront financés avec des TRL relativement bas, comme vous pouvez le constater, 3,5. Quels sont les impacts attendus? Il s'agit de comprendre les facteurs de changement à court et moyen terme des systèmes alimentaires, notamment sur les céréales. Alors donc, évidemment, donc, cet appel est en lien avec les questions de sécurité alimentaire qu'on a connues avec la guerre d'Ukraine. Il s'agit également de mesurer les vulnérabilités, les dépendances des infrastructures des systèmes alimentaires de la filière céréales, d'évaluer les risques et les stratégies pour un marché céréalier résilient et de proposer des solutions innovantes et des recommandations sur des preuves pour des stratégies et des plans d'action meilleurs pour améliorer la résilience des systèmes alimentaires et assurer la sécurité alimentaire. Moi, je trouve que c'est un appel extrêmement large sur la filière céréale, qui est déjà une filière très présente dans de nombreux appels précédents, mais qui est ici abordée par le prisme évidemment de la sécurité alimentaire et de la dépendance de la région méditerranéenne des importations. Sur la dernière thématique Nexus, il y a un appel, donc une action d'innovation qui s'intéresse aux solutions qui permettent d'accélérer l'adaptation et l'atténuation du changement climatique dans la région méditerranéenne, avec des solutions en lien avec l'ensemble des 3 thématiques précédentes. Et là, donc, c'est relativement ouvert puisque donc on peut proposer des projets mettant en œuvre différents éléments sur la gestion de l'eau, sur l'agriculture ou sur le système alimentaire. Là encore, donc, on a 8 millions d'euros de budget, 2 projets seront financés et des TRL relativement élevés. On attend donc des projets qui permettent d'intégrer la perspective Nexus dans les plans d'adaptation au changement climatique, puisque donc là, le Nexus, donc ce sont des solutions intégrées qui reprennent différentes thématiques. On attend également un projet pour promouvoir le développement économique durable et inclusif, accroître la résilience des communautés, renforcer l'intégration politique entre le Nexus et les mécanismes d'adaptation dans tous les secteurs, donc l'eau, l'agriculture, l'agroalimentaire, et la réduction de la pauvreté des migrants, de la vulnérabilité des populations marginalisées. Comme vous pouvez le constater, c'est un appel très orienté sciences sociales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la population, la pauvreté, l'immigration, etc. Donc, ça peut intéresser donc, des équipes de sciences humaines et sociales qui peuvent participer à répondre à cet appel-là qui est très large et offrant en tout cas une approche interdisciplinaire. Sur le calendrier, donc vous l'avez probablement déjà vu, la deadline pour la première étape, c'est le 22 mars, pardon. Et sur la deuxième étape, c'est le 6 septembre. Et souvent, donc, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de temps entre les deux. Rapidement, donc, les 3 appels de la section 2. La section 2, donc, c'est également sur les mêmes thématiques, les 3 thématiques. Alors, je rappelle que la section 2 est financée en partie donc, par les pays partenaires PRIMA. On a une première RIA dont l'objectif est de proposer de nouveaux modèles de gouvernance pour définir les meilleures pratiques en matière de gestion durable de l'eau et d'atténuation des conflits.
atténuation de la prévention des conflits actuels et futurs. Hein. Donc, on sait qu'il y a déjà aujourd'hui dans la région méditerranéenne des conflits d'utilisation d'eau au sein d'un même pays et puis parfois même entre pays. Élaborer des modèles de participation et de gouvernance permettant d'améliorer la coordination de l'utilisation de l'eau, améliorer la sécurité de l'eau et le renforcement de la protection des ressources en eau, qualité et quantité, et les écosystèmes liés à l'eau. Ici, donc, vous avez des Key Performance Indicators. Donc, ce sont des indicateurs extrêmement clairement identifiés dans l'appel, comme par exemple le nombre de systèmes de droits d'utilisation de l'eau nouvellement mis en place, garantissant l'attribution de l'eau aux utilisateurs, qualité et efficacité de la mise en œuvre. Donc ça veut dire que dans l'appel, il faut dire combien de nouveaux systèmes on va mettre en place, ou en tout cas, on va essayer d'identifier avec les acteurs. Sur la deuxième thématique, Farming System, nous avons un appel qui cherche à proposer un pas vers des fermes neutres en carbone, coupler les ressources d'énergie renouvelable au système agricole circulaire, avec des indicateurs de performance par le nombre de pratiques durables appliquées, la réduction de l'utilisation externe des intrants, nombre de modèles d'entreprise, réduction des coûts de production des aliments, réduction des gaz à effet de serre. On attend des propositions pour diminuer les émissions de CO2, l'amélioration de amélioration de l'utilisation efficace globale de l'eau, des engrais et des intrants, réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie conventionnels, améliorer la productivité et utiliser l'énergie locale provenant de sources renouvelables. Dernier rappel donc sur la thématique food system. Là encore, donc on a des indicateurs très précis sur le nombre de produits alimentaires nouvellement conçus ayant une durée de conservation, qualité et des propriétés bénéfiques, le nombre de matériaux biosourcés innovants, etc. Donc ce sont vraiment des indicateurs très précis qui sont attendus dans cet appel-là. Il concerne l'évaluation de nouveaux matériaux antimicrobiens d'emballage et d'enrobage des aliments afin de réduire les déchets et d'améliorer la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement. Il ne s'agit pas seulement des emballages, hein, donc c'est vraiment de l'enrobage des aliments, par exemple sur les aliments vendus en vrac. Les impacts attendus, c'est l'introduction de nouvelles techniques respectueuses de l'environnement pour réduire les déchets alimentaires, démontrer l'efficacité des matériaux biosourcés pour les emballages et réduire le besoin de traitements chimiques en utilisant des sous-produits agricoles et contrôler les bactéries pathogènes en préservant les propriétés nutritives et organoleptiques des aliments. Sur le calendrier, donc on retrouve les mêmes calendriers quasiment, puisque la deadline pour l'étape 1, le 29 mars, et l'étape 2, donc le 13 septembre. Et donc ici, j'ai mis quelques chiffres sur les budgets, donc 36 millions d'euros. J'ai noté que l'Italie a porté 7 millions, la France 6 millions, le Maroc 3 millions et demi. Et le budget par projet doit être en dessous de 1,5 million d'euros. Voilà, quelques modalités de financement par l'ANR, mais je vais laisser Nouria présenter ça. On peut peut-être passer à la suivante. J'ai mis quelques contacts pour Prima, donc Nouria à l'ANR et éventuellement Maurice Héral. Et puis donc des contacts au niveau du PCN bio-environnement, puisque donc nous, on est chargé de participer ou en tout cas de communiquer sur les appels Prima et d'apporter notre soutien et notre accompagnement donc aux acteurs français qui s'engagent sur des projets Prima. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire. Je redonne la parole à Antoine. Merci beaucoup Fatia. Du coup, je pense que je vais laisser la parole directement à Nouria de l'ANR. Alors, je ne sais pas si... Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ouais, J'imagine très bien. que je dois prendre le contrôle de la présentation, en plus de partager, c'est ça? Attendez, je vais arrêter le partage et
Tac. Voilà, là, vous pouvez partager. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, il est où? Voilà, là, je pense. Oui. C'est très bien, on voit. Ouais. Ah, on le voit, parfait. Mais pas en Mais plein juste écran, par je contre. vais, Ouais. voilà. Voilà, Là, c'est pour parfait. le plein écran. Parfait. Par contre, attendez. Juste pour mettre, parce que je ne vois pas Teams quand je fais ça, et pour mettre mon... Voilà. Et là, je reviens au plein écran. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de présenter, de passer en revue en fait les modalités de participation des équipes françaises. Je m'appelle Nuria Ruiz et je suis le point de contact national PRIMA pour l'ANR avec Maurice Herral qui est aussi le responsable scientifique PRIMA pour l'ANR. Alors, comme cela a déjà été présenté, et la section 1 est une section financée... Par contre, Nouria, on voit pas vos slides. Là, tout à l'heure, on les voyait et là, on les voit pas. Je sais. Ouais. Je l'ai passé, alors... Est-ce que vous avez bien partagé? Ah, attendez. Bon, je sors. Voilà. Je n'ai pas arrêté de partager, c'est ça qui me surprend, mais d'accord. Bon, alors, une seconde. Là, c'est bon. C'est bon, et là, Ouais. quand je passe, c'est bon? D'accord. Ouais, c'est bon. Super. Parfait. Bon, alors, comme je vous disais, c'est un appel qui est financé, c'est une section, pardon, qui est financée à 100% par les budgets engagés par les pays participants à l'appel à projet. Et donc, de ce fait, les conditions d'éligibilité propres à chaque pays viennent s'appliquer en plus des règles PRIMA. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'un tableau qui spécifie l'engagement financier de chaque pays se trouve dans le document appelé Guidelines for Applicants, dans la page 11. Et vous trouverez là donc, la liste de tous les pays qui participent et leur budget associé. Donc, la France participe à cet appel avec un budget de 6 millions d'euros, comme ça vient d'être dit. Et du fait que le budget pour le financement des projets est apporté par les agences de financement de chaque pays, les conditions d'éligibilité et les règles financières qui s'appliquent sont aussi celles propres à chacun des pays. Donc, c'est un point important dont il faut tenir compte pour éviter les mauvaises surprises et que suite à une inéligibilité d'un partenaire, les projets ne soient déclarés inéligibles par PRIMA. Je vous conseillerais d'avoir un consortium aussi diversifié que possible, et c'est là pour deux raisons principales. D'une part, si l'un des partenaires est déclaré inéligible par l'agence de financement de son pays, l'absence de partenaire ne risquera pas de faire capoter les projets car il ne remplirait pas la règle PRIMA du minimum des pays et d'entités juridiques participantes. Et d'autre part, dans les classements faits par les comités d'évaluation en étape 2, les projets sont financés dans la mesure des budgets disponibles. Et donc, il arrive que certains pays n'anticipent pas bien l'ampleur de la participation des communautés de leur pays et que leur enveloppe soit consommée assez rapidement. Et donc, dans ces cas, le partenaire ne pourra pas être financé. Il pourrait toujours participer au projet sur fonds propres ou alors il peut quitter les consortiums et de ce fait, cela met en péril aussi la réalisation du projet. Donc, un consortium aussi diversifié que possible permet de rebondir plus facilement sur cette ou ces difficultés. Et encore une fois, évite le risque de tout d'un coup, par manque de budget, que le projet devienne inéligible s'il ne remplit pas la règle base des PRIMA sur le nombre minimum de pays et d'entités juridiques impliquées dans les projets. Et un dernier point, toujours dans le contexte de la diversification du consortium, entre l'étape 1 et l'étape 2 de l'évaluation, PRIMA offre aux coordinateurs la possibilité, c'est depuis 2020 que c'est comme ça, PRIMA offrait aux coordinateurs la possibilité d'élargir le consortium avec des partenaires d'une liste de pays qu'ils vous indiqueront par mail. Et donc, mon conseil est que vous profitiez de cette possibilité, encore une fois, pour augmenter les consortiums et éviter ces mauvaises surprises des dernières minutes. Mais ce n'est pas juste pour cela que je vous le conseille, c'est aussi parce que cela vous donne la possibilité aussi d'augmenter l'impact du projet et éventuellement de remplacer les partenaires ou des partenaires qui auraient été déclarés inéligibles en étape 1
par des agences de financement de leur pays et pouvoir ainsi maintenir les objectifs du projet. Donc, cet email est envoyé au coordinateur, mais je pense que le coordinateur le relaie aussi aux partenaires. Donc, gardez ça en tête parce que parfois, on voit des cas où malheureusement, à la fin, les projets ne peuvent pas continuer. Alors, en ce qui concerne les modalités de dépôt, l'ANR ne demande aucun document supplémentaire à ceux qui sont demandés déjà par Prima. Certaines agences le font et parfois les coordinateurs sont inquiets à ce sujet, mais je vous confirme, enfin, sachez qu'il n'y a rien à fournir à l'ANR en parallèle. Et, je vous conseille de jeter un coup d'œil au programme de travail annuel de Prima, parce qu'il fournit une information plus détaillée que celle du texte du call sur les différentes actions et pourra sans doute vous inspirer davantage pour la rédaction de votre projet. Aussi, très important, familiarisez-vous avec le plus rapidement possible avec la plateforme de soumission et les documents administratifs demandés par Prima. Bien que cela semble assez simple à première vue, une fois qu'on commence à les remplir, il y a des questions et doutes qui peuvent apparaître et dans ces cas, et pour éviter le stress des derniers jours, il vaut mieux le faire assez en avance et bien sûr, vous n'hésitez pas à nous contacter, Maurice ou moi, au moindre doute. Dans le site internet Prima, vous trouverez aussi un outil pour la recherche des partenaires qui pourrait vous être utile. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et en plus des critères d'éligibilité communs qui sont ceux stipulés par Prima, d'autres critères propres à chacune des agences de financement viennent s'ajouter. Donc, ce sont des critères cumulatifs et donc il faut veiller à bien respecter l'ensemble, tous les deux. Enfin. Donc, pour l'ANR, vous pouvez lire en détail les modalités d'attribution d'aide qui se trouvent dans les règlements financiers de l'ANR. Il est important de lire ce règlement avec la plus grande attention. Sur les liens affichés, vous trouverez, en plus du document PDF relatif aux modalités d'attribution d'aide ANR, des outils complémentaires pour vous faciliter la compréhension du règlement. Donc, dans ces outils, il y a un outil de simulation, il y a des fiches techniques, il y a une fois à question et il y a même des vidéos avec un extrait de l'ANR Tour pour tout ce qui concerne les règlements financiers, les modalités d'attribution d'aide. Donc, ça peut être vraiment très utile de jeter un coup d'œil sur tout cela. Et le projet qui est déposé doit être unique. Cela veut dire qu'il ne peut pas être semblable en tout ou partie à une autre proposition déposée à un appel en cours d'évaluation à l'ANR. Donc, tous les appels confondus, à toutes les étapes d'évaluation confondues. Donc, ou bien que ce soit un projet ayant donné lieu à un financement par l'ANR. Les caractères semblables entre deux projets est établi lorsque ces projets, dans leur globalité ou en partie, décrivent des objectifs principaux identiques ou résultent d'une simple adaptation. Donc, quant au budget, l'ANR ne finance pas des montants inférieurs à 15 000 €. Si un partenaire français coordonne la proposition, les montants d'aide demandés à l'ANR peut aller jusqu'à 420 000 €. Et dans le cas où le partenaire français n'est pas le partenaire coordinateur, la demande d'aide ne peut pas excéder les 310 000 €. Si plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet, ils doivent partager cette enveloppe. Donc, et ces montants représentent des plafonds pour l'ensemble des partenaires impliqués dans les projets. Et donc, par contre, après, l'ANR conventionnera avec chaque partenaire séparément et chacun sera responsable de la gestion de son budget. Et les modalités et critères d'évaluation sont tels que décrits dans le document de l'appel à projet, disponible sur la page de l'appel sur le site de l'ANR et sur le site de la Fondation Prima. Si vous jugez nécessaire et sur demande auprès de l'ANR, une traduction des critères d'évaluation pourra être fournie. Et pour rappel, à la fin de l'évaluation, la liste des projets recommandés pour financement est établie par les comités de pilotage sur la base de la liste établie par les comités d'évaluation et en tenant compte de la capacité budgétaire des organismes de financement qui participent à l'appel.
Donc, une fois publié, l'ANR pourra publier la liste des projets qui ont été sélectionnés pour financement. L'ANR pourra initier la procédure de conventionnement. Alors, il est extrêmement important de connaître les règles de financement dès le départ de l'élaboration du projet de recherche, car seul le coût admissible des partenaires ayant sollicité une aide à l'ANR seront financés. Alors, les coûts admissibles et autres modalités d'attribution d'aide ANR sont précisées dans les règlements financiers, donc disponibles à l'adresse qui s'affiche à l'écran, et aussi dans la fiche sur les coûts admissibles, la fiche pratique numéro 3. Et pour connaître les taux de financement et les types de coûts applicables, vous pouvez contacter l'adresse indiquée aussi à l'écran. Ou bien, vous pouvez aussi remplir au besoin un formulaire qui s'appelle « Déclaration relative aux activités économiques des partenaires d'un projet ANR » et accompagné de sa fiche explicative et retourner ce formulaire à cette adresse, à cette même adresse. Donc, vous aurez ainsi la certitude que ce que vous prévoyez correspond en effet à ce que l'ANR peut vous proposer. Si vous êtes un partenaire privé ou si dans votre consortium, il y a des partenaires privés français, il est indispensable de leur demander d'utiliser un outil de simulation que vous trouverez sur le site de l'ANR, le site du règlement financier, pour tester leur état de santé financière en utilisant les critères ANR. Donc, c'est à l'intérieur de la fiche pratique numéro 1, vous trouvez cet outil. Et c'est extrêmement important de ne pas négliger cela parce qu'il est déjà arrivé qu'un projet soit sélectionné par Prima pour financement et que quand l'ANR a fait l'étude de santé financière de l'entreprise, qui est obligatoire, les partenaires en question ont été déclarés inéligibles. Et cela peut impacter de façon très grave le projet. Parce que parfois, il y a des solutions qui peuvent être trouvées et d'autres fois, pas du tout. Donc, c'est un outil très facile d'utilisation et vous aurez la certitude du résultat. Et faire cette simulation vous permettra aussi de nous poser aussi toutes les questions que vous pourriez avoir si vous avez des doutes et qui seront nécessaires en amont et éviter les mauvaises surprises, surtout à la fin, parce que c'est dommage quand même qu'un projet soit sélectionné et qu'après, à cause de ça, on ne puisse pas conventionner. Donc, je profite de l'occasion pour vous rappeler rapidement le processus après la sélection de votre projet. L'ANR doit publier la liste des projets sélectionnés par Prima et paramétrer la plateforme pour le suivi de vos projets, qui est la même que vous allez utiliser pour les dépôts. Cela permet de vous donner accès à nouveau au contenu du projet et on vous demandera de bien vouloir transposer les budgets que vous avez déposés à Prima sur les tableaux financiers ANR. Certaines catégories de coûts sont un peu différentes, mais vous avez encore une fiche pratique dédiée qui vous explique en détail les types de coûts qu'il faut inclure dans chaque catégorie. Et l'ANR, donc, après, elle vérifie et valide ces informations, de même que vos tutelles gestionnaires, et ensuite, on peut passer au conventionnement. Une fois le projet conventionné, sachez qu'aucun document, comme je disais, supplémentaire est demandé par l'ANR non plus à cette étape. Et les échéances applicables pour les comptes rendus intermédiaires et finaux sont celles déterminées aussi bien par Prima que dans l'acte attributif d'aide qui sera signé entre l'ANR et vos tutelles. Et ces comptes rendus doivent être transmis à Prima en utilisant la plateforme mail et à l'ANR. Alors, l'ANR organisera un kick-off pour les partenaires français des projets sélectionnés afin de vous expliquer en détail en quoi consistera le suivi scientifique, administratif et financier du projet. Ce kick-off est organisé par les personnes en charge de faire ce suivi et les questions relatives à l'accord des consortiums ou au plan de gestion des données seront également abordées lors du kick-off. Donc, c'est important de pouvoir participer. En général, c'est un kick-off qui se fait en ligne. Donc, ça vaut vraiment la peine de libérer un peu de temps pour y participer. Alors, je vous fais quelques rappels que vous trouverez aussi plus en détail dans les documents qui se trouvent dans les liens affichés à l'écran. C'est que les bénéficiaires de l'ANR s'engagent à garantir le libre accès immédiat aux publications scientifiques évaluées par les pairs et adopter une démarche dite FAIR, c'est-à-dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable.
conforme aux principes aussi ouverts que possible et aussi fermés que nécessaire. Les publications scientifiques des bénéficiaires d'un financement de l'ANR dans le cadre du présent appel seront rendues disponibles en libre accès sous la licence Creative Commons, CC BY ou équivalente. Vous trouverez vraiment tous ces détails et d'autres dans ce lien affiché à l'écran. Et chaque responsable scientifique sollicitant une subvention de l'ANR s'engage formellement sur le fait que sa hiérarchie a donné l'accord à sa démarche de dépôt en cours et que les informations relatives à la demande lui ont été communiquées. Et par ailleurs, les projets qui bénéficient d'un financement ANR doivent respecter les principes de la Charte nationale de déontologie des métiers et de la recherche, ainsi que ceux de la Charte de déontologie et d'intégrité scientifique à l'ANR. Les responsables scientifiques des partenaires français qui demandent ou pas un financement, peu importe, doivent veiller au respect de l'ensemble de ces principes dans le cadre des activités de recherche menées sur leur responsabilité dans le cadre du projet. Et dans l'éventualité où des ressources génétiques seraient utilisées dans le projet déposé, et les responsables scientifiques s'engagent à ce que tous les participants du projet, encore une fois, qui demandent ou non un financement, respectent les obligations associées au protocole de Nagoya. Et, donc, l'ANR encourage les titulaires d'une subvention à mener et à participer à des activités de mobilisation et de connaissances, transfert, partage, valorisation, mise en valeur et diffusion auprès des milieux de pratique et du grand public, et lorsque ces activités sont bien sûr pertinentes. Donc, vous vous engagez donc à promouvoir dans le cadre du projet, à chaque fois que cela est possible et pertinent, la culture scientifique, technique et industrielle. Et ce dispositif, le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation, a pour but en fait de protéger au sein des établissements publics et privés l'accès à leur savoir et savoir-faire stratégique ainsi qu'à leurs technologies sensibles. Donc, il permet de se prémunir plus efficacement contre les tentatives de captation d'informations stratégiques ou sensibles pouvant être détournées à des fins malveillantes. Donc, l'ANR met en œuvre la PPST pour les projets déposés comportant des partenaires publics ou privés étrangers au sein de leur consortia, ce qui est notamment le cas pour PRIMA. Donc, les projets de coopération internationale de nature scientifique ou technique identifiés par l'ANR seront soumis à l'avis du haut fonctionnaire de la défense et sécurité et un avis négatif de ce haut fonctionnaire ne permettra pas la sélection des projets. Donc, rapprochez-vous de votre fonctionnaire de sécurité et de défense ou des services qui sont en charge de l'application de ce dispositif au sein de votre établissement pour plus d'informations et pour être sûr qu'il n'y aura pas des risques d'inéligibilité là-dessus. Alors, ça a été montré auparavant, mais juste, n'hésitez pas à nous contacter, Maurice Héral et moi-même, pour toute question ou doute que vous pourriez avoir lors de la préparation de votre projet. Vous avez nos coordonnées à l'écran ainsi que deux liens importants en ce qui concerne les règles pour les participants français. Le lien de la page web ANR sur tous les aspects liés au règlement financier et le lien de la page ANR concernant l'école PRIMA 2023, où vous allez en même temps retrouver d'autres liens et des documents importants pour l'appel. Donc, un grand merci pour votre attention et je vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à l'appel à projet PRIMA. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Alors, du coup, attendez, je vais juste arrêter ça. Merci beaucoup, Nouria. Ça s'est arrêté automatiquement, le partage? C'est bon? Là, c'est bon, il n'y a plus. D'accord, ok, parfait. Du coup, je vais laisser la parole maintenant à Latifa Najjar pour son témoignage vis-à-vis de sa participation à PRIMA. Ok, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je vais essayer de faire un partage d'écran
pas pour vous parler des projets le projet que je coordonne est celui qu'on vient de gagner, mais plus pour essayer d'avoir une base qui vous permettrait un petit peu de voir un peu de quoi il s'agissait et comment on s'était pris pour justement gagner ce projet. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Est-ce que c'est bon de Oui, mais votre côté? pas en plein écran. Ah si, Pas c'est en bon, ple c'est C'est bon, c'est bon bon. là? Ouais, parfait. D'accord, très bien. Donc au fait, l'idée c'était tout simplement de donner un exemple parce que je pense que les thèmes sont très, diversifiés, hein, donc et le public doit avoir, aussi pas mal d'idées sur beaucoup de projets. Donc, l'idée c'était tout simplement de vous dire que, donc d'abord je vais me présenter, je suis Latifa Abdelnebi Najjar. Moi je suis, de formation biologiste cellulaire et moléculaire et j'ai travaillé dans la recherche avant de rejoindre l'Institut de l'élevage, qui est un institut de recherche et développement en production animale, donc qui travaille sur des problématiques d'élevage. Donc tout ça pour vous dire que c'est vrai que je n'avais pas auparavant présenté ni eu connaissance des appels PRIMA. Je les ai découverts en arrivant, puisque je suis arrivée en 2017 et j'ai proposé ce projet tout de suite voilà, à mon arrivée. Donc, les informations qui vous sont données aujourd'hui par l'ensemble des personnes qui suivent ces projets sont très riches. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé justement de faire un va-et-vient avec les instances pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que ces appels à projets, comment ça se construit et bien évidemment de tenir compte de l'ensemble des informations qui ont été données puisqu'elles sont fondamentales dans la réussite de ce projet. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais juste vous raconter un petit peu l'expérience, mon expérience, puisque c'était assez courageux, je pense, de se lancer dans des projets qu'on ne connaissait pas. Mais voilà, le secret et la réussite ne me reviennent pas à moi, mais c'est un travail d'ensemble, effectivement, qui a été réalisé et qui nous a permis de gagner ce projet. Donc, tout simplement pour vous dire juste que la problématique dans ce projet, pour vous donner une idée, c'était comment justement limiter l'usage des antibiotiques dans les élevages bovins laitiers, en particulier dans un pays qui utilise énormément d'antibiotiques, la Tunisie, puisque c'est un des 5 premiers pays dans le monde. Donc déjà, vous voyez que la porte d'entrée est une porte d'entrée économique et de santé, donc forcément le sujet était d'enjeu. Et puis, le côté innovation, parce que dans ces projets PRIMA, on attend du consortium qu'il innove et l'innovation, c'était d'explorer l'utilisation des huiles essentielles, donc des ressources locales dans les pays, de la Sud de Méditerranée pour pouvoir créer, innover et peut-être, voilà, produire, des nouveaux, composés qui soient le plus naturels possible et qui pourraient, être utilisés pour, lutter contre les antibiotiques. Donc voici un petit peu la porte d'entrée. Donc comment, si vous voulez, cette idée-là, c'est vrai que des fois, elle peut se décider, avec un groupe, comme elle peut émaner d'un chercheur qui a cette idée en tête et il a envie de la développer. En tout cas, dans mon cas, dans le cadre de ce projet, c'était au départ, j'avais initié l'idée et donc, j'ai essayé d'écrire, on va dire, une note de concept. Et puis après, je me suis dit, quelles sont les personnes, quels sont les groupes, qui va m'aider à monter tout ce projet? Ça, c'est une deuxième partie de l'histoire. Et donc, les partenaires que j'ai sollicités, donc comme vous l'a présenté tout à l'heure, Nouria, bien sûr, côté français, puisque nous sommes coordinateurs de ce projet, donc je me suis associée avec l'INRAE, avec lequel je travaille et je connais aussi les chercheurs de cet institut. Donc ça m'a facilité aussi le travail en amont pour pouvoir bien définir un petit peu ce que je voulais mettre dans ce projet. Et puis après, le travail a été d'aller identifier des partenaires. Alors je vous disais, moi je connaissais pas du tout le milieu, je connaissais pas les partenaires. Donc comme on vous l'a suggéré, soit effectivement il y a cette recherche sur le site, sur les différents sites de Prima et autres qui sont très bien faits, qui vous permettent d'aller chercher des partenaires, et ça marche très très bien. Comme ça peut être aussi un travail que vous pouvez faire, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. C'est un travail de recherche, donc on cherche à avoir les partenaires les plus complémentaires possibles et qui pourraient apporter un plus et non pas faire de la redondance par rapport à ce qu'on fait dans une des équipes. Il faut vraiment que ça soit un travail, complémentaire et innovant. Donc je ne vous cache pas que j'ai passé, des jours à lire des papiers, à essayer de voir, voilà, qui pourrait répondre à telle et telle question. Ben, bien sûr, tout ça, c'était dans ma tête, je ne l'avais pas encore partagé avec mes partenaires.
Mais après, ce que j'ai fait, c'est que, bien évidemment, j'ai beaucoup focalisé sur les partenaires de la Tunisie, puisque la question était aussi d'apporter des innovations, au sein enfin, dans ce pays, et quelque part, c'était important d'avoir à la fois des acteurs économiques, des acteurs de la recherche en médecine vétérinaire, sur des aspects nutrition, en élevage, et cetera. Donc personnellement, je pense que la force du projet, pourquoi il a été, lauréat, c'est aussi la richesse du partenariat, puisque les gens viennent tous ensemble répondre à une question qui est commune. Donc chacun va trouver un intérêt, et bien sûr, le fait d'avoir un partenaire industriel, je pense que c'est important parce que, tout de suite après, les résultats qui pourraient être trouvés pourraient peut-être, voilà, être utilisés aussi au niveau local. Donc voici un petit peu, en gros ce projet, et puis tout de suite après, je switch. Donc ça, c'est un projet qui finit là puisque, il est en cours de voilà, on termine là, dans 2 mois, et bien évidemment, connaissant le consortium, et c'est pour ça que c'était intéressant de vous présenter un petit peu les 2 projets. Vu qu'il y a eu une relation de confiance et un travail excellent tout le long de ces 3 dernières années, on a décidé d'aller vers un autre projet. Alors vous allez voir que ce sont deux projets complètement différents. Le premier était essentiellement sur des problématiques d'antibiotiques, problématique de lait, et cetera, et le second, il n'a rien à voir. C'est un projet qui est plus tourné vers la chèvre, avec les scénarios de changement climatique et avec d'autres questions. Donc, pour vous dire que quand on construit une relation forte avec des partenaires et que, bien évidemment, les sujets s'adaptent bien, on peut continuer l'histoire, et donc le projet, ce deuxième projet, on l'a gagné, en élargissant bien sûr le consortium, en essayant d'aller chercher d'autres personnes qui apporteraient ce qui manque dans ce consortium pour pouvoir monter ce deuxième projet. Donc quelque part, je pense que après, on arrive un petit peu à s'approprier un tout petit peu de ces petites subtilités pour pouvoir, heu, répondre à l'offre. Alors ça peut vous intéresser parce que dans un projet, mais je pense que ça vous a été déjà dit, dans un projet, on est, appelé à répondre à un thème en particulier, mais aussi à des sous-thèmes. Donc c'est vrai que les experts aiment bien voir cette diversité, c'est-à-dire comment avec une question au départ, on peut aussi répondre à d'autres questions. Mais il ne suffit pas de l'inscrire, il faut le prouver. Et en l'occurrence, dans ce deuxième projet qu'on a proposé, on répondait à cette problématique 2.2, qui était voilà, la durabilité des systèmes agro-pastoralisme dans la Méditerranée, mais ça ne nous a pas empêché, bien sûr, de mettre dans notre travail tout un work package sur comment faire cette transition avec, un régime sain et la durabilité alimentaire, et encore une fois, répondre à une autre partie, une autre sous-partie des topics, c'est-à-dire comment on peut travailler avec les sources locales. Donc quand on a essayé de faire cette combinatoire de l'ensemble des choses, ça a donné quelque chose qui a plu aux experts et qui était, très crédible. Et donc les petites recommandations que je pourrais vous donner, et sans vraiment aucune, on va dire, elles sont très personnelles, mais je pense que chacun des projets est unique. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une recette parce que ça dépend bien sûr des partenaires, du sujet, de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est commun, dans ce que j'ai retrouvé dans les 2 projets pour ma part, c'est que la première chose que je recommanderais, c'est une lecture minutieuse du call et des attentes. Moi, j'ai passé vraiment, je ne veux pas exagérer, mais le premier, j'ai passé un après-midi à lire, à tracer, à dire: «Mais qu'est-ce qu'on attend?» et cetera. Parce que si on loupe un peu ces attentes-là, on peut être complètement à côté, sachant que les experts, ils regardent ça. Est-ce qu'on répond ou pas au call? Donc ça, c'était la première chose, bien poser les questions, et à la suite de ça, j'avais rédigé une note de conception, et après je me suis dit: «Voilà, maintenant il faut que je trouve des partenaires pour pouvoir, partager avec eux cette note de conception et voir si, comme ils disent en anglais, make sense». Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, après, je suis allée chercher ce consortium, et là, c'est un travail vraiment minutieux parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires, des gens avec qui on est des amis, des gens qu'on connaît de longue date, et donc c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de choisir les partenaires qui sont les plus adaptés au travail. Donc il faut qu'il y ait de la complémentarité, il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait du haut niveau de recherche, puisque l'objectif, c'est de publier aussi. Donc il faut vraiment que ce soit des gens aussi qui connaissent tout ce processus. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont tout jeunes
jeunes ou qui viennent de débuter ne pourraient pas. Au contraire, on peut les accompagner, mais en tout cas, il faut vraiment que ce consortium soit le plus solide et ce consortium a envie de gagner et tous ensemble. Donc ça, c'est important et je pense, on m'avait demandé de témoigner l'année dernière sur les projets Prima et j'avais dit, en tout cas pour moi, c'est comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire si elle est réussie, c'est aussi grâce au jeu de ces acteurs. C'est comme ça que je l'ai vécu personnellement. Après, la deuxième recommandation, je dirais, c'est vraiment bien se connaître. Parce que quand on connaît les gens, c'est beaucoup plus simple de prendre son téléphone pour appeler en disant et les deadlines, c'est là, il faut absolument que tu me rendes ceci et cela. Mais si on ne se connaît pas, et c'est très, très compliqué. Donc, je pense que le travail de se connaître se fait bien avant qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire même si on ne se connaissait pas au départ, on prend le temps de faire des meetings réguliers. On essaye de se connaître, qui on est, comment on travaille, qu'est-ce qu'on a fait. On partage pas mal de choses. Alors, pour vous dire que nous, on a même partagé des espaces WhatsApp, des espaces partagés. Quand quelqu'un a une bonne idée, il la met sur un espace. Donc, on échange beaucoup, etc. Et puis, si quelqu'un ne peut pas être là, on va pas le blâmer. Donc, le travail continue avec l'ensemble de façon à faire corps, de façon à aller jusqu'au bout, puisque c'est un travail de longue haleine. Et si on n'est pas tous ensemble, je pense que le projet ne réussit pas. Le troisième point que j'ai mis, c'était la régularité des échanges depuis l'ouverture de l'appel à projet. C'est-à-dire que là, à partir du moment où il est ouvert, eh bien, le top chrono, il est déjà établi. Autrement, si, par exemple, on travaille aujourd'hui, après on décidait de travailler 2 jours avant la première phase, eh bien, ça sert strictement à rien parce qu'on ne l'aura pas réfléchi ensemble. Et donc, quelque part, c'est vrai que ça, à mon avis, ça, c'est vraiment le travail du coordinateur. Il faut vraiment qu'il veille à ce que, voilà, il y a un suivi régulier. Il impose un petit peu des dates et puis après, il manage en fonction des présents, etc. Après, il y a toute la structuration du projet, puisque on ne vous a pas parlé du fond, mais il y a différentes parties. Il y a une partie excellence, mais ça, je pense que voilà, en sciences, il faut le présenter et tout le monde est en mesure de le faire. Il y a une partie méthodologie et implémentation, et là, la méthode, tout le monde est capable de la décrire, mais comment elle sera implémentée, ça, c'est vraiment un point extraordinaire. C'est-à-dire dire que demain, on va faire quelque chose et puis on ne montre pas dans le projet qu'on est en mesure de le faire et comment on va le faire et comment on va le mesurer, je pense que ça impacte énormément la réussite du projet. Donc, il faut toujours donner des indicateurs de résultats, il faut donner des indicateurs d'impact, il faut montrer comment on maximise l'impact. C'est vraiment très, très subtil, mais c'est très important que la proposition soit la plus crédible au niveau du terrain. Après, il y a cette question d'organisation des work packages. Généralement, dans beaucoup de projets qui ne réussissent pas, de ce que j'ai compris, les gens, ils ont des spécificités et ils collent des work packages les uns avec les autres parce que X est spécialiste dans ça, Y est dans une autre. Mais au fait, ce n'est pas du tout ça, de mon point de vue en tout cas. Il faut vraiment que les work packages soient connectés pour qu'il y ait du partage d'informations, d'échange d'échantillons, etc., etc. Donc, tout ceci est très important et les experts, ils sont très, très forts pour voir si c'est une juxtaposition de work package ou si c'est véritablement un travail solide et consolidé. Voilà, je ne veux pas vraiment tarder dans ma présentation. Pour cette question de budget, Nouria vous a expliqué les règles financières, etc. Moi, je dirais plus, le budget doit être adapté, c'est-à-dire il ne va pas falloir dire allez, on a, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, il faut qu'on se les partage en les 4 partenaires. Ça ne marche pas du tout. D'abord, il faut raisonner la science, organiser, et puis après, en fonction de ça, le budget, il vient à la fin, il ne peut pas venir au départ. C'est-à-dire, selon la force ou le besoin, eh bien, le budget, il sera orienté vers tel ou tel work package, puisque c'est un travail d'ensemble. Donc, voilà, tout le monde va bénéficier des acquis de ce projet. Ce n'est pas uniquement des questions budgétaires quand on monte ce type de projet. Voilà, et la dernière, je dirais que pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces projets, peut-être une première fois se faire accompagner, si possible, par des bureaux d'études, parce qu'il y en a beaucoup.
j'entends par là, c'est juste l'ingénierie du projet. C'est pas du tout le contenu scientifique, c'est pas les idées, parce qu'un bureau d'études ne fait pas le travail à votre place, mais vous accompagne en vous disant non, cette partie, elle est très chargée, ou là, vous avez omis de mettre les chiffres, ou là, c'est pas crédible. Voilà. Donc, et si bien évidemment les bureaux d'études, ça coûte cher, ça, il faut le savoir. Il y a aussi parfois des gens qui ont réussi des projets qui pourraient vous lire, ou des personnes qui sont impliquées, mais pas forcément dans le vôtre, pour pouvoir vous lire et vous comprendre et vous dire: «Ah mais cette partie, moi, j'ai rien compris» ou «Je ne vois pas l'innovation, où est-ce qu'elle se situe?» et cetera, et cetera. Voilà, et pour finir, je dirais que, pour moi, la réussite d'un projet, c'est plutôt les gens qui le composent, et il faut avoir cette envie de travailler ensemble pour aller tous ensemble vers un projet qui, a fortiori, va réussir. Voilà en gros ce que j'avais à dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Mais il y a bien sûr plein de détails techniques, et cetera, et si vraiment je peux vous aider, n'hésitez pas à poser des questions, ou même à revenir vers moi, si je peux être d'une quelconque utilité. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup, Latifa. Donc maintenant, on va prendre les questions. On a encore une vingtaine de minutes. Donc d'abord, j'ai une question de Christina, mais donc je pense que c'est pour Latifa. Combien de temps avez-vous mis de la conceptualisation de projet jusqu'au dépôt du projet? Alors, en termes de temps, c'est du continu. Donc, franchement, je n'ai pas mesuré le temps. C'est-à-dire, pour donner une idée un tout petit peu plus claire, donc, les premiers temps, c'était, la rédaction de cette note de conception. Bon, bah, ça, si vous avez les idées en clair, vous pouvez mettre l'ensemble des briques. Et puis après, moi, j'organisais des réunions, régulières avec, le consortium, une fois toutes les 3 semaines. Donc on se réunissait pour voir si les parties étaient, bien avancées, et cetera. Et puis, ce que je pourrais vraiment ah, vous recommander, si vous avez la possibilité de le faire, c'est que si vous travaillez avec deux trois personnes, vous vous connaissez, et cetera, c'est vrai que ça aide beaucoup le coordinateur, dans la mesure où il y a un petit corps qui va permettre de rebondir un peu quand il y a du laisser-aller. Sachant que vous avez vu les appels Prima, ils tombent aussi avec la période estivale, les gens partent en vacances, donc quelque part, il y a des gens qui partent en juillet, d'autres qui partent en août, donc c'est vrai que ça déstabilise un peu la progression, et c'est ce petit corps finalement qui est là, il s'entraide pour pouvoir avancer sur, une pré-proposition qu'il travaille, qu'il mâche, pour pouvoir l'offrir après au consortium, pour, voilà, pour apporter des améliorations. Donc je dirais que le travail, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais je ne peux pas vous mesurer ça en termes d'heures ou de jours. C'est du continu, depuis l'appel à projet jusqu'au dépôt Précision, du ma projet. question c'était, est-ce que vous avez commencé là, par exemple, voilà, l'appel est ouvert, il y a merci beaucoup pour ces réponses, mais voilà, pour apporter la Oui, précision, parce que je pense bien que j'ai sûr. pas été claire dans ma question. C'était, l'appel vient de sortir, donc on connaît la deadline pour mars. Donc est-ce Oui. que vous avez commencé à travailler quand l'appel est sorti, ou vous avez prévu l'année d'avance et que vous avez travaillé sur cette idée et quand l'appel est Ah. sorti, vous avez voilà, c'était un peu ça. Ah d'accord, OK, je comprends mieux. Non, moi j'ai travaillé vraiment lorsque l'appel est sorti, puisque comme je vous disais, la première fois, je connaissais pas les appels, mais j'étais très intéressée par, développer des projets avec la Méditerranée. Ça me tenait à cœur aussi voilà, d'y contribuer. Donc l'appel étant sorti, j'ai pris un peu de temps, hein, pour essayer de comprendre, mais une fois que vous avez l'idée, parce que c'est vrai que la note de conception après, c'est 10 pages. Donc, 10 pages, on vous demande certes de faire un budget approximative, mais on ne vous demande pas des détails. Donc quelque part, si vous connaissez bien vos partenaires et que vous avez bien échangé avec eux, bah, vous allez avoir une idée plus ou moins globale de ce que vous allez demander pour ce projet. C'est vrai que la difficulté que mes primas, je sais en tout cas, pour moi, c'était celle-ci, c'était qu'on vous disait de ne pas faire bouger votre budget à partir du moment où vous l'avez conçu, le premier mois, et puis quand vous allez revenir sur le call plus étayé, il faut vraiment que ça colle. Cela, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que ça nécessite les premiers temps de bien connaître le projet qu'on on va faire, de le dimensionner, mais pas le préparer une année en avance. Moi, je ne l'ai pas fait parce que de toute façon, ça s'essouffle. Les gens, ils ont tellement de choses à faire
que l'appel à projet n'étant pas là, vous n'allez pas pouvoir bien, enfin c'est mon point de vue, hein, vous n'allez pas pouvoir les réunir pour un projet qui n'a pas encore démarré. Alors que quand vous êtes sur le tas, eh bien, il y a une deadline et si vous faites un rétro-planning dès le départ en disant: «Il me faut 1 mois pour écrire ça, il me faut 2 mois pour faire ça», bah, les gens, ils vont respecter. Si vous avez un bon consortium, il vous suivra et puis, vous réussissez à présenter votre proposition. Bah, merci beaucoup pour cette réponse complète. On a une autre question, alors ça je pense qu'on peut répondre. Avez-vous identifié une taille critique du consortium, nombre max de partenaires? Bah déjà ça dépend si on parle de la section 1 ou de la section 2 et ça dépend des budgets des projets, hein, bien entendu. Principalement la limitation va être dans le dans le budget qu'on a dans le projet. Dans la section 1, comme on a pu voir, on peut avoir certains appels avec 8 millions pour 2 projets financés, donc 4 millions par projet, ce qui est quand même relativement conséquent, hein. Là, on peut avoir pour ce budget plus d'une dizaine de partenaires facilement. Par contre, lorsqu'on va parler de la section 2, on a 1,5 million maximum. Donc tout de suite, ça va être des consortiums qui sont un peu plus petits. Donc en fait, il faut juste que ça fasse sens d'un point de vue finance et d'un point de vue réponse à l'appel à projet. Il n'y a pas de nombre maximum officiel pour la section 1 en tout cas. Je ne sais pas si Nouria va compléter. Je voulais juste dire que dans la section 2, pratiquement tous les pays ont des plafonds pour les partenaires. Donc, du coup, ça ne réduit pas forcément le nombre de partenaires dans ce sens-là. Parce que l'ANR plafonne à 310 si on est partenaire, mais il y a d'autres agences qui plafonnent plus bas. Donc, du coup, voilà, c'était juste pour ça. Ouais, donc dans la section 1, ça va être principalement du bon sens, entre guillemets. La section 2, il peut y avoir des règles à respecter en plus. Voilà. Et des plafonds. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez soit Moi, écrire dans le chat. j'avais Ouais. une question pour Nouria. Moi, je participe à un Prima avec Tunisie, Maroc et Algérie. Donc, sur le reporting financier, on nous a demandé de compléter sur un lien qui s'appelle Monitoring Evaluation Learning. Est-ce que vous connaissez ce E-MEL qui Oui, est manifestement quelque chose qui est mis en place par le CG? c'est la plateforme MEL, c'est celle qui a été mise en place par Prima. Enfin, c'est Prima qui travaille avec les CJR ou CJR. Oui, c'est ça. Et donc, c'est leur plateforme à eux pour réunir tous les projets financés par Prima. Nous, les agences de financement, on y a accès, mais avec notre propre... Donc, on peut voir ce que vous déposez en tant que tous les documents du projet, la gestion du projet, tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, quand il s'agit, je pense que les autres pays, c'est pareil. On a aussi nos propres systèmes de suivi des projets nationaux. Donc, on essaye de... Enfin, Prima, la plateforme MEL n'est pas tout à fait faite pour ça. Donc, du coup, ça ne répond pas à tous nos besoins. Oui, oui, ça, enfin, juste pour le dire, hein, peut-être que l'ATIFA, c'est la même chose. C'est juste, du coup, on a un double reporting, peut-être un reporting plus précis pour nos agences de financement nationales, mais aussi un reporting sur cette plateforme qui est, alors, c'est peut-être pas facultatif, mais disons que n'a pas les mêmes rigueurs et les mêmes indications en termes d'éligibilité, d'éco, etc. J'avais une autre remarque à faire. Dans le projet où je suis, l'Algérie, par exemple, n'a pas reçu n'a pas débloqué le financement à temps. Donc, ils ont beaucoup tardé, l'administration algérienne a beaucoup tardé à débloquer les fonds. Et du coup, donc, on était parti sur des expérimentations en plein champ. Et donc, ils n'ont pas pu. Et je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on construit ces consortiums, des difficultés éventuelles et des risques. Hein, donc d'ailleurs, hein, donc j'en ai parlé à un moment sur les risques de ne pas avoir les fonds, de ne pas voir certains partenaires. Au Maroc, par exemple, il y a un partenaire privé qui n'a pas été financé.
Et donc, il avait prévu un budget de 70 000 euros, mais comme il n'a pas pu le faire, donc il n'a pas pu participer et la tâche qu'il avait à faire était particulièrement importante pour toute l'équipe. Donc, ça a été un peu compliqué à gérer. Faire attention aussi à la manière avec laquelle les autres pays partenaires du consortium, quel est leur mode de financement et leur mode de gestion des projets financés, en tout cas les projets évalués par Prima. Dans ce sens, mais peut-être Latifa, vous pouvez peut-être dire enfin, si je me trompe ou pas. Peut-être c'est bien quand on cherche des partenaires, de voir si c'est des partenaires qui ont déjà été financés justement, enfin, qu'il n'y a pas eu de soucis avant dans leur pays pour le financement. Ça peut orienter parce que sinon je ne vois pas par quels moyens on peut savoir ça au préalable en fait. Oui, oui, non, mais nous, si vous voulez, c'est vrai qu'après, on commence à faire le travail des autres pays, ça commence à être lourd. Donc, ce qu'on fait, c'est on leur facilite le travail en leur donnant peut-être facilement le moyen de contacter quelqu'un qui est au ministère ou qui est voilà, au ministère de la Recherche, etc. Ou voilà, pour voir si ces groupes-là, ils sont éligibles ou pas, donc on les aide. Après, pour les entreprises privées, il me semble pas qu'il y ait eu un souci autre que celui que vous avez indiqué, Nouria, parce qu'au premier appel, d'offres, moi, il y avait pas ces outils pour aller checker, de la santé, des entreprises et cetera. Il est clair que nous, on s'adressait à une grande entreprise qui était Danone, donc quelque part, on n'avait pas de soucis, mais je comprends parfaitement que des fois, ça peut compromettre la réussite d'un projet, auquel cas, c'est important d'aller se renseigner sur les partenaires en plus du travail, voilà, de coordination que vous faites aussi pour la partie scientifique. Et je ne vous cache pas que c'est vrai, peut-être les appels du type 1 sont beaucoup plus simples, peut-être, je dis ça, hein, que les types 2. D'abord, voilà, d'abord, c'est pas les mêmes montants, mais j'ai l'impression que il y a une question de compétition aussi, hein, donc c'est vrai qu'il y a très peu de projets, qui sont financés in fine. Donc pour les appels 2, enfin pour, la Section. section 2, ce qui me paraissait moins difficile, c'était lorsque vous cherchez des partenaires, on va dire, locaux qui vont, eux, vous permettre une entreprise, une association, enfin les gens qui sont vraiment engagés sur le terrain, hormis la recherche, mais vraiment les acteurs économiques. Il faut vraiment passer du temps à les appeler au téléphone, à discuter avec eux parce que c'est là où vous vous rendez compte vraiment de leur implication. Par mail, c'est très difficile. Les gens, ils peuvent vous dire: «Oui, moi, je sais faire ça et ça» et après vous vous dites: «Ah» et comme disait Nouria, après, c'est un peu dommage parce que vous montez tout ce projet et puis vous allez voir que c'est pas vraiment très solide, c'est un peu dommage. Donc autant faire ce travail dès le départ. C'est pour ça que pour moi, le plus important au départ, c'est cette qualité du consortium. Une fois que vous êtes sûr des personnes, elles sont éligibles financièrement et tout ce que vous voulez, vous commencez le travail avec elles, vous êtes tranquille. Mais faire le travail à la fin, c'est un risque. En tout cas, moi, je ne l'ai pas pris. D'autres questions peut-être? Oui, on a encore 5 minutes là. Si, Non, 5 minutes. Anna Battista. Oui, bonjour, merci pour Bonjour. ces webinaires. Je voulais juste une confirmation car j'ai vu rapide dans le slide. Donc, pour les consortiums, c'est at least 2 Mediterranean partner countries. Mais après, il y a un plus one MPC, c'est-à-dire, ça c'est la nouveauté car avant c'était juste une, ou il faut 3. C'est dans un slide où il Je crois dit qu'il faut trois pays, hein, donc je reprends. Ouais. Alors, 3 pays, un pays un pays européen, un pays Ouais. sud C'est ça. non-européen. Et 3 pays et 4 unités enfin 4 organisations. Ok, mais là, il dit at least 2 NPCs à la gauche, et après à la droite, comme dit plus one, c'est que c'est la nouveauté par rapport à 2022, c'est ça?
L'idée donc du consortium, c'est d'améliorer la coopération sud-sud. Donc, trois pays, Mais Fatia, je pense qu'en fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un gros +1 MPC à Ouais. droite sur la slide, en fait. Et- Et je pense que la supposition, c'est qu'avant, il y avait un seul pays méditerranéen obligatoire et maintenant, c'est Et 2. là, il Donc, c'est pour... y en a 2. Ouais, ok. Oui, j'ai vu qu'il y avait le même slide dans l'Info Day. Donc, c'était juste pour vérifier. Merci. Alors, je vous conseille tous, hein, donc si vous êtes intéressés par les appels, d'aller, comme le disait, je crois, Latifa, aller vraiment lire l'appel en détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations et parfois, il y a aussi des recommandations d'aller voir d'autres appels sur d'autres dispositifs de financement pour compléter ou pour, en tout cas, y faire référence dans la proposition. Voilà, donc il est 27. Moi, je voulais juste peut-être, Nouria, je ne sais pas si elle sait, les appels donc, de la section 2 sont évalués par un panel donc, d'experts qui va donner des notes, hein, donc il va évaluer les projets. Et après, il y a un comité d'évaluation comportant les différents pays, c'est ça? Non, non, en fait, l'évaluation est totalement identique pour l'étape 1 et pour l'étape 2. La seule, c'est une évaluation en 2 étapes. Il y a un panel d'évaluation avec des membres experts. Et donc, ils font l'évaluation, ils classent les projets en fonction des critères d'évaluation et donc de leur qualité scientifique, entre autres. Et ensuite, donc, ils délivrent une liste, un classement des projets en fonction de ces critères d'évaluation à Prima. Et Prima fait une réunion en section 2, et elle fait une réunion avec les agences de financement qui sont les financeurs du coup. Et donc, du coup, c'est là qu'on décide, mais on suit strictement la liste, les classements qui a été donné par les comités d'évaluation. Et c'est là qu'on descend dans la liste au fur et à mesure en fonction de l'argent qui reste. Parce que comme les partenaires, enfin dans les consortiums, il y a des partenaires des différents pays, les budgets bougent de façon différente en fonction de ça. Donc voilà, c'est comme ça. Mais sinon, le processus d'évaluation est tout à fait identique en fait. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à nous contacter, nous, côté PCN, notamment pour la première section, on peut vous guider, vous aider la lecture. Si vous avez des sections plus spécifiques sur les règles de participation françaises suite à la présentation de Nouria, n'hésitez pas à la contacter pour avoir des questions, pour poser des questions sur ces aspects-là. Et si vous voulez des échanges de bonnes pratiques, n'hésitez pas à échanger avec Latifa également par la suite. Voilà. Plaisir. Ben, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup et puis bon courage pour les soumissions aussi. On a juste oublié de dire que les slides et l'enregistrement seront disponibles en ligne Bien sur le entendu. site. Sur le site du ministère, ouais. Bien, merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, on est là pour ça. Merci, bonne journée. Merci Nouria. Et Bonne merci journée. Latifa. Merci à toutes les deux aussi. Au revoir. Au revoir. Antoine, tu veux que je reste Attends. à Ouais. la fin?